Voilà, très chers amis, chers compatriotes, j'ai mon loi pour nous pêcher actualité. Il y a un meeting, il y a Corneille Nanga au Goma, mon ville à Goma, mon territoire et donc mon province au Nord Kivu. Corneille Nanga, l'élu wa Jinal. Nous sommes jeudi, le 6 février 2025. Mes chers amis, Corneille Nanga, Mubwela Mai, Mbambula Baya Nenda Chimpi, kuji militaire ya RDF M23 ni AFC. Wilingoma porté disparu. Donc, wazalendo mi toute bombe, mustad de l'unité, Wagoma, tout la mousie Zaza. Tout la mousie Zaza. Donc, Goma ne tombera jamais. En bon, vous chef de l'État, Fachi Beton Moucham. Alors, meeting qui m'est normalement, qui m'est déroulé normalement, binabi, benze jabantu wani nen bons à mon stade. Chibi, non loin du Willing Goma, aliou kanina ba mercenaire ba vubo ba torturer. Wambani, nous sommes une armée de la paix. Tout le monde va écouter Jitalala. Benze jabantu makanda, nous vivons à Goma, mon quelques quartiers de Bobakwata. Va occuper 4 quartiers sur 18 quartiers et de composer Filo Agom. Alors, Mbambi la Bantoboni, Badibachala Kumbelu, Anou, Bakulagaja, Bampofu, Nibana Bateke. Bantu bons, Bakulumpa Badilimakan, Bayamostar. Wewo Kuyimuyato, Badibakukum. Badibaku Elen Film, Badibaku Shubei, Niwewa, ni Bamunzgumwe. C'est ce qu'on a dit. Benzi Bantu Malukumakanda. Bantu bayi mustad par force ni numva bantu bayi mustad badi bimba bamba ni Félix président qui se dit président ni de l'image ni numva ni Wilingoma Bertrand Bisimwa sulutani makenga Corneille Nanga bon skije mo Fachi Beton et là serein soudain muimanaka mungulu une riposte rigoureuse, comme il l'a dit lors de son adresse devant la nation. Alors nous disons l'image que nous avons nous disons que stade de l'unité Ouagoma, les lois d'Inadja le 6 février 2025, va réclamer Félix Tshisekedi président, Bamba Corneille Nanga Moutchana. Suivez d'abord. Rassemblement forcé à Goma, la manipulation du M23 exposé, panique générale après un survol de drone. Dans un tournant choquant des événements, les habitants de Goma, en République démocratique du Congo, RDC, se sont retrouvés contraints par les rebelles du M23, soutenus par les RDF, à assister à une réunion politique mise en scène. Cependant, la panique a éclaté lorsqu'un drone non identifié a survolé la foule, envoyant des milliers de personnes fuir dans la peur. Contrairement aux affirmations selon lesquelles la réunion était une assemblée pacifique, des témoignages indiquent qu'elle reposait sur la coercition, la peur et une tentative de manipuler la perception du contrôle de la région. Ce rapport plonge dans les détails troublants de cet événement et ses implications pour le conflit en cours dans la région. En ce jour ordinaire à Goma, l'air était chargé de tensions, alors que les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, RDF, mettaient en œuvre une campagne organisée pour rassembler les civils à une prétendue réunion publique. Des témoins et des sources confirment que des agents
du M23 ont fouillé les quartiers sous leur contrôle, s'assurant que presque tous les hommes et femmes valides se rendaient au stade, qu'ils le veuillent ou non. Seules les personnes âgées, les femmes enceintes et les jeunes enfants étaient autorisés à rester chez eux, forçant ainsi environ un demi-million de personnes à assister à cet événement orchestré. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, a déclaré un habitant ayant réussi à s'échapper. Si vous refusiez, il y avait de graves conséquences. Tout le monde avait peur. L'usage de la force et de l'intimidation indique que cet événement n'a jamais été destiné à être un rassemblement spontané, mais plutôt une démonstration de force du M23, visant probablement à illustrer leur contrôle sur certaines zones du Nord Kivu. Les rebelles savaient que l'absence serait sévèrement punie, instaurant ainsi un climat de soumission silencieuse parmi les habitants de Goma. Le caractère mis en scène de l'événement est devenu encore plus évident lorsque les participants ont été contraints d'applaudir les chefs rebelles à leur arrivée. À première vue, un observateur extérieur aurait pu croire à un véritable soutien populaire, mais il s'agissait en réalité d'une réaction forcée. Beaucoup savaient que ne pas se conformer pouvait mettre leur vie en danger. Un leader communautaire local, sous couvert d'anonymat, a confirmé ses soupçons. Tout était faux. Les gens applaudissaient par peur. Personne ne voulait être perçu comme un ennemi. Malgré les efforts méticuleux du M23 pour fabriquer une image d'unité et de stabilité, leur mascarade s'est effondrée en un instant. Alors que la réunion progressait, un drone non identifié est apparu dans le ciel au-dessus du stade, déclenchant une panique générale. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre, poussant des milliers de personnes à fuir dans toutes les directions. La supposée réunion organisée s'est rapidement transformée en un chaos total. Des vidéos ont ensuite circulé, montrant des participants désespérés escalader les barrières et se bousculer pour s'échapper de ce qu'ils pensaient être une attaque imminente. Les forces du M23, censées être bien préparées pour cet événement, sont restées paralysées. Le groupe qui se vantait de contrôler la ville s'est révélé fragile et incapable de gérer une simple perturbation. Leur incapacité à maintenir l'ordre face à un simple drone de surveillance a mis en lumière leur insécurité profonde. Dès que le drone est apparu, les gens ont crié et couru. Personne n'a attendu de voir s'il était inoffensif, raconte un jeune homme ayant filmé l'incident. C'était la panique totale. La panique spontanée dans la foule a illustré bien plus qu'une simple peur. Elle symbolisait une forme de résistance. Les habitants de Goma, bien que soumis à la force, nourrissent toujours une défiance contre leurs oppresseurs. Le fait qu'ils aient fui dès la première occasion montre que leur présence n'a jamais été volontaire et que le contrôle du M23 sur la ville est bien plus fragile qu'ils ne le prétendent. Le mouvement de résistance, Wassalendo, avait prévenu les citoyens du danger que représentait une telle réunion, affirmant qu'elle était risquée. Leur avertissement s'est avéré prophétique lorsque l'événement s'est transformé en une tentative de fuite massive et improvisée. Suite à ce fiasco, le gouvernement congolais a annoncé avoir émis des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et d'autres figures clés du M23. Le système judiciaire militaire du pays a appelé ses partenaires internationaux à aider à capturer ces individus, affirmant que leurs crimes contre le peuple congolais ne pouvaient rester impunis. Le monde doit reconnaître ce qui se passe à Goma, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le déplacement forcé des civils, la coercition publique et la violence continue, tout cela doit cesser. Les responsables doivent être traduits en justice. Bien que les chefs du M23 continuent d'opérer avec le soutien du Rwanda, leur exposition, à travers de tels incidents, affaiblit leur position. Le gouvernement insiste sur le fait que la communauté internationale doit intensifier ses efforts
pour empêcher le Rwanda d'héberger et d'armer les rebelles. Alors que la crise s'aggrave, les appels à une approche plus offensive pour neutraliser les chefs rebelles se multiplient. Certains soulignent les succès des guerres technologiquement avancées, suggérant l'usage de frappes de précision par drone pour démanteler les structures de commandement rebelles plutôt que d'envoyer des troupes dans des batailles prolongées. Nous dépensons des millions pour envoyer des soldats au front alors que nous pourrions simplement cibler les cerveaux derrière ces atrocités, a déclaré un analyste en sécurité. Éliminer les dirigeants et la rébellion s'effondrera. La guerre en RDC a déjà coûté d'innombrables vies et déplacé des millions de personnes. Si les acteurs régionaux et internationaux ne s'attaquent pas aux causes profondes, y compris les influences extérieures, ces événements continueront, aggravant la crise humanitaire au Nord Kivu. Les rebelles du M23 ont peut-être orchestré ce rassemblement au stade pour manipuler la perception, mais la réalité était bien différente. La présence forcée, les applaudissements contraints et la panique qui a suivi ne font que confirmer l'absence de soutien réel à leur cause. Le peuple de Goma reste déterminé à retrouver sa liberté. Ici, vous me permettrez d'ouvrir une petite parenthèse. Parce que, en ce qui concerne les menaces qui viennent à l'est de notre pays, la Pareco a chaque fois dénoncé et mis en garde le peuple congolais contre les préparatifs des attaques qui se font à l'est du pays. Et j'ai ici le texte, l'intitulé du journal Le Potentiel du 1er juin 2006. Il dit « Silence autour de la rébellion larvée de la 83e brigade des FARDC. Et si Kinshasa, et il pose une question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu ?» C'est le potentiel du 1er juin. Vous voyez, le journaliste pose la question, et si Kinshasa avait abandonné le Kivu? C'est cela le drame de notre pays. Kinshasa n'a pas abandonné le Kivu. Kinshasa a vendu le Kivu. C'est là la réalité. Parce que la situation d'occupation que nous dénonçons à l'est du pays, c'est une situation gravissime. Je voudrais pour ça simplement vous faire part de deux documents. Ces deux documents sont des documents officiels. Une lettre du commandant de la 83e, de la 8e région militaire au sud Kivu, le général Amissi Kumba, Gabriel Amissi Kumba. L'une de ces lettres qui est là est adressée au commandant en chef de l'armée rwandaise, le chef de la 8e région militaire de notre pays, qui écrit au commandant en chef de l'armée rwandaise, APR. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'état-major général de FARDC vient de planifier une forte offensive contre les éléments des anciens ANC dans le Massissi Ruchuru. Donc, il lui donne l'information sur le plan qui vient d'être envoyé à Kinshasa. Mais voilà ce qui suit. Mais ce qui m'intéresse à vous informer, c'est que dans les FARDC, il y a également des éléments de FDRL et des officiers ex-FAR qui sont venus de Kamina. Je vous souhaite bonne réception. C'est la lettre du 28 avril 2006. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la lettre qu'il adresse, le même commandant, qui adresse maintenant au vice-président de la République chargé de la défense et sécurité, M. Rouberois. Et dans cette lettre, il lui dit qu'il est au courant des militaires du ministère de la Défense nationale, la décision du ministère de la Défense nationale du 26/4/2006 pour pouvoir libérer Ruchuru Massissi. Mais compte tenu
de notre situation, il n'est pas possible de libérer les entités de Rutshuru, Masisi, y compris 4 localités du territoire de Walikale, pour ne pas perdre nos bases au nord Kivu, notre ancienne capitale. Donc, une opération de l'armée qui est envoyée pour pouvoir libérer. Le commandant qui est chargé de ça rassure celui qui est au-dessus du ministre de la Défense pour lui dire, mais malgré les militaires, parce que la dernière phrase, Excellence, Monsieur le Président, malgré la multitude de soldats envoyés ici au nord Kivu, il n'y aura rien. Mes sincères et respectueuses salutations. C'est dans cette situation que évolue la RDC aujourd'hui, où les documents, les décisions qui sont prises, ce sont ceux qui sont chargés de leur exécution, qui informent le Rwanda et qui traitent avec les Rwandais qui sont à la tête au pouvoir pour anéantir les faits de ces décisions. Et l'on ne peut pas s'étonner pour dire que malgré tout ce que l'on fait, il n'y a pas de changement qui peut se faire. Et le journaliste qui se pose la question, est-ce que Kinshasa a abandonné le Kivu? Je lui réponds non, Kinshasa a vendu le Kivu. Non, mais mal les choses, c'est rajouter de l'horreur. Et beaucoup d'intervenants européens ont parlé de violence de genre. En fait, on est face à des viols de masse. Et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices de ce que subit la RDC. Maintenant, il va falloir qu'on assume. Moi, depuis que je m'intéresse à ce dossier, je l'ai tourné dans tous les sens. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc travailler avec le Rwanda, oui, mais pas au prix des Rwandaises et des Rwandais. Il faut que la Commission et que le Conseil prennent leurs responsabilités et agissent et arrêtent de nous rendre complices. Merci. Et dans l'affaire Israël-Palestine, nous avons délibérément choisi de changer de registre par rapport à ce que nous disions avant et que nombre de nos camarades engagés continuent à dire. Nous avons décidé d'en rester au droit international. Parce que nous autres, la tradition française, née du carnage qu'a été la Première Guerre mondiale, des 4 invasions que nous a infligées notre voisin, a été dès le départ de créer, avec Aristide Briand et les autres, la Société des Nations. C'est une immense conquête. Même si vous dites ce truc fonctionne pas, c'est le bazar. On n'arrive pas à trancher. Mais ça existe. Cramponnez-vous à ça, ça existe. Il n'y a pas que la loi du plus fort. Nous aussi, nous sommes capables de force. Alors, comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Netanyahou doit évacuer le Liban et la Syrie, qui ne lui appartiennent pas. Alors, je vous vois. Est-ce que là, quelconque dirait « ça ne suffit pas ». Bien sûr que ça ne suffit jamais, mais c'est un point d'appui extraordinaire. Et quand vous dites ça, vous parlez au nom de l'humanité universelle, parce que la majorité des nations sont exactement pour ce que je suis en train de dire. C'est en s'alliant avec les États-Unis d'Amérique et en les suivant comme des caniches qu'on a ruiné l'Europe
et qu'on se met en danger devant le monde entier pour découvrir après qu'eux n'ont qu'un seul intérêt, eux-mêmes. Depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur. Ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. Non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation. Le Kasaï oriental est en passe de devenir le poumon énergétique de la République démocratique du Congo grâce au leadership managérial du gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo. Le climat des affaires assaini, l'entreprise Onyo BT, spécialisée dans la production et la distribution de l'énergie électrique, travaille sur un gigantesque projet d'une centrale de 610 MW, soit plus du double des Inga, dont 10 MW sont déjà prêts pour la distribution. Le PDG de l'entreprise, l'ingénieur Brian Chibanda, a également annoncé au numéro 1 de province l'organisation prochaine des journées portes ouvertes, comme le précise son assistant, Regan Ngoto. Nous venons d'échanger avec le gouverneur de province. C'est une suite du projet que nous avons eu à déployer il y a quelques semaines ici, dans la province du Kasaï oriental, qui est celui de pouvoir finaliser la grande centrale qui a une capacité de 610 MW. Et nous avons déjà entièrement développé la puissance de 10 MW et nous sommes rentrés pour pouvoir préparer cette tension électrique pour la rendre prête à être distribuée. Mais aussi, nous avons touché un point qui consiste à l'organisation d'une période de porte ouverte en collaboration avec le gouverneur de province. C'est une activité qui consiste à ouvrir nos portes envers les investisseurs, les opérateurs économiques, le responsable religieux, le responsable des différentes structures qui vont devoir passer sous une invitation pour visiter la centrale, poser des questions nécessaires avant que celle-ci soit inaugurée. Il s'agit d'une innovation stratégique et technologique qui ne recourt pas à des moyens conventionnels, qui va produire une électricité industrialisante. La capacité des 10 MW sera orientée vers les ménages, 100 MW pour l'industrialisation de la province et 500 MW pour l'exportation. Si tous les moyens sont mis en œuvre, les 610 MW seront disponibles dans 3 ou 4 mois, confirme l'entreprise qui salue le pragmatisme du gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo. Vous voyez l'image de l'entreprise Oyo. L'entreprise Oyo, c'est une entreprise du courant industrialisation. Donc, industrialisation, c'est-à-dire le courant, il va produire juste pour aider ma entreprise, ma industrie. Donc, l'entrepreneur va déjà appelé pour les gouverneurs de province, y compris DG ou entreprise. Dans 3 mois, SNEL, qui va gagner le marché, c'est pour le transport et la distribution. Bon, on va dire justement pour la production. Et dans 6 mois, on aura 600 entreprises. Vous allez investir dans le Kasaï oriental. Mais, la production en Zemboui, la distribution. Mes chers amis, Zemboui, à partir du courant, la province du Kasaï oriental aura comme emploi 100 000 emplois
il dit courant et il y a beaucoup de produits au Kassai oriental. Alors, pour vous deuxième audience, on va accorder une délégation où on transforme. Il transforme mon projet résidentiel, mais on dit qu'il va financer la Banque mondiale. Dans le travail, il y a une PME, c'est-à-dire petite et moyenne entreprise, ainsi de suite. Donc, coordonnateur national, OA Transform, Moukalenga Alexis Mangala, nouveau Moulois, audience. Donc, Moulois, pour solliciter audience, et l'audience a été accordée. Au sortir de l'audience, devant la presse, nous leur avons demandé de quoi était-il question. Ou audience soit l'autorité provinciale du Kassai oriental, Jean-Paul Mbouébakapo. Alors, nous avons Alexis Mangala pour le reportage réalisé. Le projet Transform connaît un franc succès en Mbuji-Mayi grâce à l'implication active du gouverneur Jean-Paul Mbouébakapo qui avait sensibilisé les jeunes à candidater en masse à ce projet. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur national de Transform à l'issue de l'audience de ce jeudi 6 février au gouvernorat de province. Alexis Mangala, en mission de supervision, a présenté les résultats obtenus à la première expérience de ce projet en Mbuji-Mayi. Tout d'abord, on l'a remercié pour tout ce qu'il fait dans le cadre de la mise en œuvre du projet Transform pour qu'il se déroule convenablement dans votre ville. Et aussi, nous lui avons présenté l'état des lieux à date des résultats atteints par le projet dans votre ville. 384 PME qui ont déposé des dossiers sur la plateforme. Il y a 5209 nouvelles entreprises qui ont déposé des dossiers et il y a 4720 femmes qui vont suivre la formation à l'initiative personnelle. Donc je suis satisfait parce que quand je compare par rapport à d'autres villes, quand je regarde ces statistiques, c'est la première fois que Mbuji-Mayi accueille ce projet. Et je remarque qu'il y a un fort engouement. L'autorité provinciale a souligné l'importance de ce projet qui contribue à la réduction du chômage dans sa province et permet de créer des emplois pour les jeunes et les femmes qui se débrouillent. Jean-Paul Mbouébakapo a promis son soutien indéfectible pour assurer le bon aboutissement du projet après avoir présenté les difficultés des PME à obtenir des documents exigés pour leur viabilité. Voilà, c'était juste ça, c'était juste un peu ça. Tu vous nage comme information. Bon, pour nous déjà, moi je trouve qu'il y a les lois Djinaï. Il y a les 6, je dis bien les 6 février, l'an 2025. Je vous remercie. Donc, j'ai été réalisé par papa Jean-Paul Mwamba de l'ACP. ACP, Agence de presse congolaise.